Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux malgré les événements d'hier soir qui ont, je ne vous le cacherai pas, bouleversé beaucoup de nos participants et sans doute vous aussi. Voilà, on va malgré tout poursuivre cette journée. Alors je vous remercie d'être venus à cette journée qui est organisée conjointement par la KU Leuven et par le service de culture cinématographique de la Cinémathèque. Nous nous proposons de réfléchir aujourd'hui aux figurations de l'écrivain à l'écran, sujet qui réunit ici littéraires et cinéphiles et qui soulève un certain nombre de problèmes que je vais aborder rapidement, mais assez brièvement afin de laisser la parole à nos intervenants. En quelque sorte, avant le plat de résistance, je vais vous proposer quelques petites questions apéritives sur un étonnant objet d'étude. Alors, première question naïve, que fait un écrivain ? En effet, avant de savoir comment le représenter, encore faudrait-il être sûr de savoir exactement ce qu'il fait. Et à cette question, qui est apparemment enfantine, il n'est pas si facile d'apporter une réponse. En témoigne un très court extrait de Naked Lunch que je vais vous proposer. Donc, comme vous l'avez vu, le personnage de William Lee est ici interloqué. Il arbore d'abord son outil de travail, son writing device, un stylo, mais cela ne prouve pas au douanier, qui trouve à juste titre que cela ne prouve rien. Et le douanier de préciser alors « write something ». L'attitude de William Lee, son sourire ironique et sa gêne nous montrent qu'en effet cette requête est tout aussi peu probante que la première. En effet, tout le monde écrit. D'ailleurs, dans Barton Fink des frères Cohen, le personnage que l'on voit écrire le plus facilement avec le plus d'aisance, ce n'est pas le personnage de Barton, qui s'échine vainement à écrire son scénario de cash, c'est finalement le personnage d'une sténodactylo, que l'on voit taper de manière rythmique et harmonieuse à la machine. En effet, malgré la trompeuse parenté étymologique, l'écriture n'est pas le propre de l'écrivain, comme le serait peut-être la boulange pour le boulanger, ou la peinture pour le peintre. Et d'ailleurs, ces autres figures de créateurs, comme le peintre ou le musicien, sembleraient à première vue moins problématiques à mettre en scène. Et pourtant, elles sont plus rares au cinéma que les personnages d'écrivains qui, eux, traversent toutes les époques, des origines du cinéma à nos jours, tous les genres cinématographiques, mélodrame, comédie, film policier, thriller, giallo, film d'horreur, etc. Et en outre, ce type de film apparaît dans tout le spectre de la production cinématographique, du film d'auteur au blockbuster, comme nous le montrerons les exemples qui seront abordés tout au long de la journée. Enfin, malgré tout, les écrivains écrivent, du moins, ils essayent. Ils écrivent à la plume, au stylo, à la machine ou sur leur ordinateur, et cela, on devrait pouvoir le montrer. Encore que de telles scènes sont finalement quantitativement assez peu importantes dans ces types de films. On y voit donc les écrivains écrire, ou du moins essayer, noircir du papier, froisser des feuilles, comme on le voit ici sur cette capture d'écran de Barton Fink. On le voit aussi délimiter de manière minutieuse, sinon maniaque, leur plan de travail. Et si ces personnages trépignent, s'ils battent nerveusement du pied ou s'ils profèrent de confuses paroles dans leur quête inlassable du mot juste, ce sera tant mieux pour la caméra, car autrement l'activité d'écriture est très statique et très peu cinégénique. Elle semble donc entrer en contradiction avec le projet du cinéma, qui se veut étymologiquement une écriture du mouvement. Heureusement aussi qu'outre ces rituels d'écriture, l'écrivain, personnage enclin à la démesure, souffre de quelques tenaces addictions qui garantissent au cinéaste de belles scènes d'action, de drame ou de comédie, selon le registre choisi. En effet, rares sont les écrivains qui ont la sobriété du ghostwriter que vous voyez ici, que je qualifie de Tintin au pays de Polanski, ce personnage extrêmement candide. Rares aussi sont ceux qui sont aussi sobres que Paul Sheldon dans Misery, qui s'octroie simplement, quand il a mis un point final à un opus du Misery, une cigarette et une coupe de champagne. La plupart du temps, les écrivains qui sont figurés à l'écran sont plutôt des alcooliques invétérés, comme le bien nommé Barfly, inspiré de Bukowski, ou le nettement moins débonnaire Jack Torrance, immortalisé par Jack Nicholson. Et dans ce dernier film, la conjonction entre la figure de l'écrivain, la libération des pulsions par l'alcool et la maison isolée qu'est l'Overlook Hotel constitue offre un terrain privilégié au déchaînement de l'horreur. L'alcoolisme tend même parfois à devenir le sujet même du film, comme dans The Lost Weekend de Billy Wilder, où l'écrivain qui est en panne d'écriture va finalement trouver dans sa dépendance à l'alcool le sujet de son roman. Voyons, que fait encore l'écrivain ? Il invente un style.
activité toute cérébrale et abstraite qu'il est difficile de montrer, mais que l'on peut à la rigueur faire entendre, comme la voix off qui ouvre Manhattan de Woody Allen, qui nous fait assister aux différents essais stylistiques successifs qui vont finalement persuader le narrateur d'adopter un style hard-boiled. On pourrait qualifier de hard-boiled. Mais la plupart du temps, cette activité de recherche stylistique n'est pas montrée, et pour cause. En revanche, pour ce qui est de l'affabulation et pour ce qui est de la narration, le cinéma n'est pas en reste. Et à la question qui nous taraude ici, comment montrer le travail de l'écrivain à l'écran, la réponse est alors parfois simple. C'est montrer non pas tant le créateur que ses créatures. Et une piste s'ouvre alors, c'est celle de l'imbrication des mondes, la porosité entre le réel et la fiction, qui est exploitée dans de nombreux films de genre comme Le Magnifique, si on pense à une comédie, ou de manière plus sérieuse dans Providence d'un marionnette dont il sera question ce matin, ou dans Swimming Pool de François Ozon. Cet entre-là parfois inextricable entre les univers, tous ces possibles narratifs qu'offre l'écrivain au cinéaste, vont être des thèmes abordés par les intervenants de notre matinée. Et l'on verra qu'elle irrigue tout autant les films inspirés de personnages réels, c'est-à-dire ce qu'on appelle les biopics, où on a une tendance qui se dégage qui est de faire de l'écrivain une créature issue de son propre univers. Autrement dit, faire de Kafka un personnage kafkaïen, par exemple. Faire de Hamet un personnage de polar. Peut-être trouvons-nous là déjà de premiers éléments de réponse à une autre question qui découle de nos premières interrogations. Pourquoi mettre en scène des écrivains malgré toutes les difficultés que pose une telle figure aux cinéastes? Que vont chercher les cinéastes dans ces figures problématiques? Des générateurs de fiction, des machines à monde, des alter-ego, des repoussoirs peut-être aussi, offrant à ce moment-là au cinéma la possibilité de prendre une revanche historique sur la littérature. Cette question est à corréler à celle du comment. Comment faire de l'écrivain un personnage de cinéma? Par quel choix scénaristique? Par quel choix esthétique? Et comment donner à voir et à entendre la littérature? Et enfin, que nous apprennent ces films aussi sur notre vision de la littérature et de ses agents? En effet, les écrivains ne sont pas seulement les auteurs de leurs œuvres, des figures éthérées, des voix de papier. L'image que nous nous en faisons est aussi constituée d'une nébuleuse de discours et d'images médiatiques qui ont donné un corps à l'écrivain. Comment donc ces films participent-ils d'une patrimonialisation de la littérature? Quelle mythologie de l'écrivain véhiculent-ils? Et lorsque les auteurs eux-mêmes y ont contribué, comment ces films contribuent-ils à la persona que se forge l'auteur? C'est ce que nous verrons cet après-midi à travers 3 communications qui aborderont des cas de figures assez divers, celui de Michel Houellebecq, de Marguerite Duras et de Charles Baudelaire.